Je suis ravie d'accueillir le professeur Fabienne Tamion qui va nous parler de nutrition hyperprotidique et hypercalorique en réanimation. Bonjour à tous. Donc, je vais terminer cette session sur la nutrition par essayer de tenter de répondre à une question qui est l'hypercalorique, l'hyperprotidique. Alors, Jean-Charles a bien empiété sur le topo. Et puis, moi, je vais essayer de vous convaincre que ma réponse, elle est plutôt soit non, soit je ne sais pas. Et on va avancer ensemble. Juste un rappel, mais c'est important de comprendre que finalement, le support nutritionnel, c'est la prise en charge de la réponse métabolique. Jean-Charles l'a bien démontré, et avec ses conséquences de la réponse métabolique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, pour moi, la réponse métabolique, c'est le miroir ou c'est le pendant de la réponse inflammatoire. Et comme la réponse inflammatoire, avec sa même complexité, sa même variabilité, on parle de réponse pro-anti-inflammatoire. Et bien dans la réponse métabolique, ce qui est important, c'est de savoir, elle évolue et elle est divisée, on va dire, arbitrairement, parce qu'on n'a pas de biomarqueur, en une phase précoce qui est catabolique et une phase tardive qui est plutôt anabolique. Alors le support nutritionnel, alors ce que beaucoup de réanimateurs pensent que c'est quelque chose d'extrêmement simpliste et qu'il suffit d'appliquer des recettes de cuisine. Mais finalement, quand on veut prescrire le support nutritionnel, il faut pouvoir répondre à 3 questions. Quand, comment et combien. Et en fait, on va essayer ensemble, puisque c'est la question posée, est-ce que quand ou combien on fait cette combinaison hypercalorique, hyperprotidique. Alors, est-ce qu'il y a des arguments, on va dire, physiopathologiques, parce qu'il faut toujours se remettre dans la physiopathologie pour comprendre les choses. Donc, Jean-Charles l'a évoqué, la réponse métabolique précoce, finalement, c'est ce qu'on appelle un tableau de John accéléré. Il y a 3 composantes principales, qui est l'insurrésistance, l'existence d'une résistance à l'anabolisme, une protéolyse, qu'on a vu avec le schéma de Jean-Charles, et puis une production endogène de glucose qui n'est pas modulable, qui n'est pas mesurable, et dont certains considèrent qu'il faut le prendre en compte dans l'apport calorique endogène initial. La conséquence de tout ça, c'est que sur cette protéolyse, donc dépendant de cette réponse métabolique, il y a une perte musculaire. Elle est précoce, comme le montrent toutes ces études. Cette étude-là le montre, Pucciari l'avait montré, dès J3, et elle est réelle en termes de quantité et en termes de qualité. En résumé, on estime que les patients agressés de réanimation perdent entre 1,5 et 3 kg de muscles par semaine. Quelle est l'autre conséquence dans ce travail sur un petit collectif, mais on retrouve ça dans toutes les données de la littérature. Il s'était intéressé à l'évaluation musculaire en termes d'épaisseur et en termes de fonction des patients qui sortaient de réanimation, 36% de sarcopénie, dont vous a expliqué Jean-Charles, et avec un impact sur le pronostic à long terme quand on sort sarcopénie à plus d'1 an en termes de morbie et de mortalité. Donc si on prend ces éléments physiopathologiques, la protéolyse, la perte musculaire, l'impact sur le pronostic, la réduction de l'anabolisme, on se dit finalement il y a peut-être un bénéfice à un apport protéique. Qu'en est-il des données cliniques? Là, sur ce travail, cette excellente revue, ils avaient évoqué cet article qui avait montré, en fait, cet article quand on administrait des acides aminés, je fais un résumé, des acides aminés aux patients. En tout cas, on va dire l'oxydation protéique, donc la forme négative de l'apport protéique, apparaissait lorsqu'on était à plus de 2 grammes d'apport des acides aminés. Et on avait une balance protéique, en tout cas une synthèse protéique, qui apparaissait avec ce fameux 1 gramme qui va servir de cutoff à beaucoup d'études, sans savoir si ce 1 gramme induisait de la masse musculaire et finalement, ce qui nous intéresse, améliorer le pronostic et la qualité de vie. Dans l'étude de Ferry, il s'était donc intéressé à cette comparaison entre deux quantités d'apport protéique, inférieure à 1 gramme, supérieure à 1 gramme. Ils avaient montré une amélioration de la masse musculaire, de la fonction musculaire, par contre, aucun effet sur la mortalité. D'autres études se sont intéressées, puisque vous savez, on perd du muscle, mais on fait de la dépense énergétique. Est-ce qu'il y a un parallèle entre cette perte de muscle et cette dépense énergétique? Et dans ce travail, ils avaient montré effectivement qu'il n'y avait pas de lien direct et que la perte protéique, la plupart du temps, comme on le voit sur l'histogramme de gauche, était beaucoup plus importante que le besoin énergétique. Et cette réflexion avait sous-tendu l'utilisation d'apports plutôt hyperprotéiques, justement pour contrecarrer cette perte
protéique qui était plus importante que la dépense. Et là, dans ce travail, sur un travail, vous voyez, un très petit collectif, 60 patients, c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait. Il y avait un groupe standard et il y avait un groupe sur lequel il y avait une supplémentation en protéines pour avoir un apport protéique reçu et non pas prescrit, qui était bien différent dans les deux groupes, ce que l'on voit un petit peu ici, entre l'apport à 1,2 et l'apport, on va dire, standard. Un apport calorique était identique. Et là encore, comme dans l'étude de Ferry, il y a un impact sur la masse musculaire, sur la perte musculaire, y compris à la sortie de réanimation. Il n'y a aucun effet sur la mortalité. Jean-Charles aussi l'a évoqué. Et puis, il y a toutes les études qui sortent de l'étude d'Epanic, qui viennent un petit peu, on va dire, mettre en négatif ce que je viens de vous dire sur le fait que des apports précoces en protéines et en acides aminés, finalement, n'ont pas d'impact positif sur l'anabolisme musculaire, bien au contraire, entraîneraient des charges adipeuses et finalement auraient un effet plutôt négatif sur la survenue de lésions musculaires. Toute cette réflexion, en tout cas, est sous-tendue par ce qu'on a le fameux autophagie, avec les mécanismes d'autophagie qui sont des mécanismes de défense lors de l'agression de l'organisme, à la fois de défense et de rôle sur l'anabolisme. Il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs, et l'administration à la fois de lipides et d'acides aminés a un impact négatif sur cette autophagie qui est un système donc de défense, donc plutôt négatif dans l'apport protéique. Et là, sur ce travail, qui est finalement un travail qui était un travail post-hoc d'une étude, ils ont essayé par l'administration de parentérale, par l'administration dentérale, de faire une soustraction en essayant de regarder finalement est-ce que c'est les perfusions d'acides aminés en reprenant les différents acides aminés, est-ce que ça avait un impact sur la surface musculaire, sur la fonction musculaire. On retrouve là encore un résultat négatif. Et puis ce travail de l'équipe de Maître Berger que j'aime bien, qui a un travail un petit peu sur le métabolisme, qui s'est intéressé au métabolisme des acides aminés, à la fois dans leur concentration et dans la production, qui a montré, là c'est les patients sains, là c'est en rouge, ce sont les patients de réanimation, et on voit que ce métabolisme, non seulement il est altéré, il est extrêmement variable, et finalement ça répond un peu à la question, c'est-à-dire que quand on dit hypocalorique ou hyperprotéique, hyperprotéique, hypercalorique, finalement de devoir de l'administrer à toutes les personnes est finalement peut-être une hérésie, puisque vous voyez, celui-là répond pas a pas le même celui-là n'a pas le même métabolisme que celui-là. Donc je pense que c'est une réflexion intéressante et vous voyez où je veux en venir dans la personnalisation. Et puis élément important, Jean-Charles l'a rappelé, et ceux qui utilisent les salles de musculature le savent bien, il ne suffit pas de manger des protéines pour faire du muscle, il faut bouger, il faut faire de l'exercice, c'est exactement la même chose chez les patients. Et ce travail l'avait bien montré, puisque vous voyez, il y avait un apport protéique qui n'était pas si différent. La seule différence, c'était l'exercice dans un groupe et la non-exercice dans le groupe, et un impact positif sur la qualité physique à 6 mois et sur le pronostic à 6 mois. Alors, il faut bien des recommandations, et les recommandations qui ont été faites et les dernières recommandations de la SPEN de 2022 ont conforté ce que disait Jean-Charles précédemment. En ce qui concerne l'apport protéique, on est à la phase précoce, plutôt progressif, avec 1,3 sur les recommandations de la SPEN. Elles n'ont pas changé sur les recommandations de la SPEN, à 1,2 à 2, incluant probablement les patients obèses. Donc, vous voyez, si on essaie de répondre à cette question, hypercalorique, hyperprotéique, phase précoce, c'est plutôt non pour l'hyper. On a plutôt envie d'aller vers les recommandations, et plutôt on sent que quand même il y a une grande tendance pour aller vers l'hypo. Qu'en est-il sur l'apport calorique? Donc on sait les études très très anciennes, notamment de Maître Berger, le déficit énergétique impliqué dans l'agression. Cette étude qui a un peu lancé un pavé dans la mare, mais qui a permis, je trouve, de remettre un petit peu le support nutritionnel sur le devant de la scène. L'étude Epanic, je ne vais pas en revenir en détail parce que Jean-Charles l'a bien démontré. Cette étude Epanic, certes, était négative sur l'apport précoce de support nutritionnel complémentaire par la voie parentérale. Elle confortait, elle démontrait bien, puisqu'il y avait eu pas mal de critiques sur la typologie des patients, elle confortait que l'apport hypercalorique était négatif, en tout cas à la phase précoce de patients agressés. C'est exactement ce qu'ils avaient remontré dans une étude post-hoc de Michael Kaiser, où ils avaient montré une réduction de la survie
avec la majoration qui, si on prend l'ensemble des patients ici, c'est dans ce groupe qui est inférieur, où les apports sont inférieurs à 50% des besoins énergétiques évalués, que la mortalité, que le pronostic était le meilleur, confortant le fait que l'apport hypercalorique était négatif chez le patient agressé. Ce qu'on retrouve finalement dans d'autres études, où sur la phase précoce, c'est éviter la surnutrition et se mettre plutôt à inférieur à 70% de la dépense énergétique. Ces données sont largement confortées dans une population particulière. C'est les patients qui sont, ce que montrait dans cette étude, les patients qui sont à risque de syndrome de renutrition. Et dans ce collectif particulier de patients, mais qui est très fréquent dans nos services de réanimation, eh bien là encore, l'apport restrictif était largement bénéfique en termes de survie chez ces patients par rapport à l'apport standard. Alors, conforté un petit peu par cette réflexion, on s'est dit, finalement, il faut peut-être carrément aller vers l'hypo. On va comparer l'hypo, voire le trophique, par rapport au standard, même si les études qui ont fait ces comparaisons ont induit, et je vous ai dit tout à l'heure sur l'apport nutritionnel, il y a le combien, mais il y a le quand et il y a le comment. Et induisait probablement le comment qui était la voie entérale. En tout cas, dans ces études, ils n'avaient pas réussi à montrer d'impact bénéfique entre le standard et entre le trophique. Le questionnement s'était fait sur l'apport protéique, et dans cette étude, dans l'étude d'Eden, qui était un petit peu la même réflexion que précédemment entre un apport entéral trophique et un apport standard par rapport aux dépenses énergétiques, là non plus, pas de différence sur la morbimortalité avec un apport protéique qui avait été augmenté. Alors effectivement, pour continuer dans cette réflexion, on s'est dit qu'il y a un outil qui permet d'aller un petit peu au plus proche de la dépense énergétique, c'est la calorimétrie. Est-ce que finalement, il ne faut pas tenter de l'utiliser lorsqu'on compare les apports énergétiques? Dans l'étude de Pierre Singer, la première étude de Tikakos, ils avaient comparé deux groupes, un groupe utilisant la calorimétrie et un groupe standard, et on voit les différences d'apport au niveau énergétique entre les deux groupes. Et ils avaient montré, certes, en pair protocole, une réduction de mortalité, par contre, une majoration de la mortalité, notamment une majoration de la durée de ventilation, expliquant que probablement, en fait, le groupe calorimétrie, ils avaient fait l'administration relativement tôt et qu'ils étaient sans aucun doute peut-être en surnutrition. C'est la raison pour laquelle il y a eu Tikakos international, où l'apport énergétique a été commencé à partir de J4. Et là aussi, un petit peu comme dans l'étude précédente, c'était exactement le même design, mais le début du support nutritionnel était un petit peu plus tardif. Pas d'impact sur la mortalité, pas d'impact sur la durée de séjour. L'argumentaire, en fait, des auteurs était qu'on retrouvait un déficit énergétique dans les deux groupes et qu'ils étaient comparables sur ce déficit énergétique, et que c'est sans doute pour ça qu'on n'arrivait pas à trouver d'impact sur la morbimortalité. Même chose, toujours avec l'utilisation de ITACIU, avec l'utilisation chez des patients un petit peu plus graves, deux groupes, un groupe standard, un groupe calorimétrie, avec un apport énergétique qui ressemble aux recommandations. Et là encore, NS sur la mortalité, NS sur la qualité de vie, une réflexion sur le groupe calorique, probablement une surnutrition à la phase aiguë, un apport protéique probablement, on va dire, non équilibré, qui pouvait expliquer ces résultats. Toujours étant que lorsqu'on compare, et quand on regarde toutes ces études qui ont essayé de comparer l'hypo et le standard, aucune étude ne montre une différence entre l'hypocalorique et le standard, excepté l'étude des paniques, mais qui était surtout de la surnutrition. Mais par contre, aucune étude ne démontre le bénéfice de l'hypercalorique. Et donc les recommandations sur l'apport calorique, si on regarde les recommandations de l'ESPEN, elles ont utilisé l'utilisation de la calorimétrie, du calorimètre qui est représenté ici, avec le fait d'être plutôt hypocalorique à la phase initiale, en dessous de la dépense énergétique. Et les dernières recommandations de l'ASPEN de 2022, la récente, on dit qu'il n'y avait aucune donnée dans la littérature qui permettait actuellement de conforter plutôt l'apport hypo par rapport à l'apport standard, et avait laissé en fait les mêmes recommandations, probablement un petit peu plus faibles qu'elles étaient, puisque vous voyez que la recommandation sont entre 12 et 25 kilocalories sur la phase aiguë. Alors, il y a cette fameuse étude de Nutrirea 3 qui est terminée, dont les résultats ont été présentés à la SRLF.
et qui comparait cette fois-ci des apports hypocaloriques, hypoprotéiques. Donc vous voyez, quand je dis hypocalorique, c'est 6, quand je dis hypoprotéique, c'est 0,2 et 0,4, avec les apports standards des recommandations. Le papier est en cours d'écriture. Les résultats sont positifs sur le groupe hypocalorique, hypoprotidique, en termes, on va dire, pas de mortalité, mais en termes de survenue d'effets négatifs, d'effets secondaires et de durée de ventilation. Donc, je ne sais pas si cette seule étude permettra de modifier les recommandations. En tout cas, j'ai envie de vous dire, puisque c'est la question qui m'a été posée, hypercalorique, hyperprotéique à la phase précoce. Bon, on a répondu pour l'aspect protéique. Et pour l'aspect calorique, c'est un peu la même chose. C'est non. Non sur l'hypercalorie. Les recos, plutôt oui, mais on a l'impression que la tendance, elle va être hypoprotidique, hypocalorique sur cette phase précoce et sur cette phase agressive de la réponse métabolique. Alors, est-ce que finalement, c'est à la phase anabolique, et Jean-Charles a commencé à y répondre, est-ce que c'est à cette phase anabolique où on va trouver de l'hypercalorique, de l'hyperprotidique? Ce qui est important de savoir, c'est que quand nos patients de réanimation, ils viennent pour une pathologie, et quand ils sortent, c'est comme si on leur crée une autre maladie. On leur a créé une autre maladie, c'est le syndrome post-réanimation, et qui est largement étudié, avec des atteintes à la fois physiques et à la fois psychiques, des pertes de poids importantes et des grandes altérations sur la composition corporelle. Et quand on regarde la littérature sur ce post-réa, finalement, il y a quasiment pas de données, peu de données de la littérature qui comparent l'hyper, l'hypo, mais surtout qui s'intéressent aux apports caloriques et protéiques dans cette phase, et qui montrent très très bien que les apports caloriques et les apports protéiques ne sont pas atteints. Et dans ce papier, effectivement, ils avaient évalué les apports caloriques et protéiques au décours de l'arrêt de la nutrition entérale. Le patient sort de réa, on arrête quasiment dans plus de 90% la nutrition entérale. Il a un apport oral, et on sait qu'il y a des pertes d'appétit, il y a des satiétés qui sont des satiétés précoces, il y a des fragilités, qui fait que finalement ces apports sont en dessous des recommandations et évoqués dans ce papier. Plutôt que de se poser déjà là la question combien de calories il faut, combien de protéines il faudrait déjà leur donner des calories et leur donner des protéines. Et il y a cette revue de la littérature qui a été faite justement sur le post-réanimation, et qui montre bien qu'il y a très peu de littérature. La littérature, elle s'intéresse surtout au support nutritionnel qui est fait en post-réanimation, ce qui est quasiment inexistant, puisque 90% des patients en post-réanimation ne sont pas suffisamment nourris puisqu'ils sont laissés en oral. J'ai pas trouvé beaucoup de données de la littérature sur l'apport calorique, l'apport protéique. Et puis effectivement, Jean-Charles l'a dit, probablement à cette phase, le rôle essentiel, si on veut remuscler, de faire de l'activité physique. Donc finalement, vous voyez, à la phase tardive, la combinaison phase tardive hypercalorique, hyperprotéique, je ne sais pas répondre. Combinaison de la phase tardive, il faut l'adapter aux patients, mais il faut déjà tenter de nourrir les patients pendant cette phase. Alors effectivement, certains ont proposé je ne sais pas si c'est des algorithmes. Donc il y a celui de Wishmeyer, je trouve il résume assez bien la littérature, et il propose effectivement un support nutritionnel adapté, alors pas tant personnalisé, mais adapté, on va dire, aux différentes phases du patient de réanimation. La phase précoce, c'est plutôt hypo-tout, et puis ça commence à monter progressivement. Là, on dépasse la phase qui tangue largement pour les patients de réanimation. On commence à être dans les recommandations, et puis le patient sort de réanimation, il sort de l'hôpital où on doit continuer à avoir l'apport protéique et l'apport énergétique. Je vous conseille de regarder, si vous suivez vos patients qui sortent de réanimation, je pense que vous serez très 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 surpris des apports caloriques et des apports protéiques qu'ont ces patients. Donc, nutrition artificielle, le traitement du support de la réponse métabolique, on l'a vu. Quelle combinaison calorique et protéique? La combinaison, je trouve qu'elle n'est pas si simple à répondre. Elle dépend de la phase, elle dépend du métabolisme, c'est le travail que je vous ai montré avec Maître Berger. Elle dépend de l'activité physique et elle dépend des besoins du patient. Donc, pour conclure, la combinaison calorique-protéique du support nutritionnel, vous voyez que je n'ai pas vraiment répondu à la question. Elle dépend de la réponse métabolique. Et je crois qu'il faudra savoir utiliser les outils qui seront à notre disposition pour faire des dosages, pour évaluer le métabolisme, comme on donne un antibiotique, on dose bien les antibiotiques. Eh bien, je pense qu'il va falloir faire la même chose sur le support nutritionnel. Ça dépend de la dépense énergétique, la place de la calorimétrie,
elle reste sans aucun doute encore à définir, de l'activité musculaire, des modalités d'administration. Le parentéral, l'entéral, c'est pas la même chose. C'est en continu, c'est en discontinu. Et évidemment, Jean-Charles l'a dit, ça dépend du patient. Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il est obèse? Est-ce qu'il est sarcopénique? Et il va falloir tendre vers ce qu'on appelle un support nutritionnel personnalisé au métabolisme du patient. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Fabienne pour cette belle revue de la littérature sur ce sujet passionnant. On a le temps pour quelques questions. Allez, Jean-Charles. Merci beaucoup Fabienne. 2 petits points que je voudrais juste préciser, j'imagine que tu seras d'accord. Quand on regarde les apports caloriques réellement reçus aux patients et qu'on regarde tous les apports caloriques, y compris le propofol dilué dans les lipides, donc c'est évidemment 9 kilocalories par gramme, c'est énorme. Le citrate, le glucose éventuellement. Donc on donne des calories sans le savoir en fait, pendant la phase aiguë. Et donc ça c'est certainement quelque chose qu'il faut tenir en compte. Et la deuxième chose, et je pense que c'était aussi souligné par Liane Chappell et l'équipe australienne, c'est que regarder si un support nutritionnel est efficace, ce n'est pas en termes de mortalité ou de longueur de séjour qu'on va l'évaluer. Ça, c'est plutôt des aspects de sécurité. L'efficacité, c'est plutôt la fonctionnalité. Est-ce que le patient peut se promener plus rapidement, peut être capable d'autonomie fonctionnelle plus rapidement? Je pense que c'est là-dessus qu'on peut évaluer l'efficacité. Maintenant, si une stratégie est dangereuse, ça, on le verra aussi, parce qu'elle pourrait tuer des patients ou favoriser des complications qui nécessitent une prolongation de la durée de séjour. Mais je dirais appliquer les mêmes critères de jugement que pour des études médicamenteuses, ça n'a pas beaucoup de sens en fait, en termes d'adéquation des apports nutritionnels. Oui, effectivement. Alors, pour répondre à la première question, c'est extrêmement intéressant puisque notamment dans le Covid, il y a une molécule qui a été beaucoup utilisée, c'est le diprivant. Et très peu d'équipes le soustraient de leur apport calorique. Et il n'y a pas beaucoup de données. Je pense qu'on aurait largement tous des bases pour le regarder. Nous, on commence à le regarder. Mais il y a 2-3 papiers qui sont sortis et qui ont bien montré que les patients étaient en surnutrition avec l'administration de diprivant. Et manque de bol, les patients Covid étaient des patients obèses. Donc voilà, et puis bien entendu, c'est toute la réflexion sur les études et ce fameux endpoint très cher aux études, très cher au fait d'avoir des soutiens financiers, notamment par les protocoles académiques, qu'est la mortalité et qui est loin de s'appliquer à toutes les réflexions et le support nutritionnel en est largement un. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus d'études qui intègrent dans leur réflexion, alors pas forcément en critères primaires, mais qui intègrent l'activité physique, la composition corporelle. Jean-Charles vous a montré, on a des outils, il faut savoir les utiliser. Je pense qu'il faut savoir faire évoluer le support nutritionnel, comme on a fait évoluer la dialyse, comme on a fait évoluer la ventilation. On a des outils à notre disposition et il faut les utiliser, il faut les appliquer pour on va dire, adapter aux patients le support nutritionnel et pas mettre le support nutritionnel identique à tous les patients d'une unité de réanimation. Oui, allez-y. Donc, vous parlez de personnalisation de la nutrition, mais moi, je me retrouve confronté à un problème, c'est je leur apportais plus de protéines souvent et peut-être un peu moins de calories et je ne sais pas comment faire. Alors, j'avais regardé l'étude d'Arabi, lui, il apportait des suppléments nutritionnels de bodybuilder, en fait, mais il faut l'utiliser dans des quantités d'eau assez faramineuses. J'ai pas trouvé de solution. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a dit, c'est que probablement sur la phase, on va dire précoce, je suis pas bien, à mon avis, je suis pas bien sûr qu'il faut se poser c'est pas se poser beaucoup de questions, mais je pense que la publication de Nutriréa 3 va encore probablement baisser les objectifs, on va dire sur la première semaine où on sera hypo-tout. Et ensuite, effectivement, il faudra commencer à monter s'adapter aux apports protéiques et aux apports caloriques. La population qui est la plus en difficulté, c'est probablement la population de l'obèse, où on n'a pas forcément les substrats pour pouvoir faire correspondre, puisqu'en fait, on ne peut pas dissocier dans ce qu'on apporte
entre l'apport calorique et l'apport protidique. Et c'est probablement la population obèse chez qui, de temps en temps, il est nécessaire, si on veut atteindre les objectifs, de pouvoir faire des supplémentations protéiques. Je ne sais pas si Jean-Charles, toi, tu veux répondre. Ajouter qu'il y a la possibilité de donner des acides aminés à Ouais. Ça, c'est quelque chose qui a été évalué par Doyle et qui montre que c'est assez, il n'y a pas plus de complications rénales chez les patients à risque d'insuffisance. Exactement. Ouais. Ça fait deux quand il faut vraiment. Sinon, il y a des compléments nutritionnels locaux, notamment une firme hollandaise, j'ai oublié le nom, qui fait des compléments nutritionnels locaux très enrichis en protéines et quasiment rien que des protéines. Et ça peut se mettre dans une solution optimale. En fait, faut savoir utiliser, parce que celui qu'on utilise très souvent, je ne sais pas si je peux le dire le nom, le Protifar bouche les sondes et c'est très ennuyeux. Très bien, écoutez, je crois qu'on va conclure la session parce qu'en plus, moi j'ai une autre session à 10h, il faut que je cours et remercier les orateurs. Je veux juste terminer pour appuyer sur la personnalisation parce que je crois qu'on l'a dit, mais il faut encore le dire, c'est le moment, le type de produit qu'on apporte et le type de patient. Il y a des résultats entre les patients traumatisés et les sceptiques, c'est diamétralement opposé pour les apports caloriques en fonction de phase aiguë, phase tardive et par rapport aux traumatisés. Donc franchement, j'appuie cette notion de personnalisation de la nutrition et d'ailleurs du reste en médecine. Merci beaucoup à tous, merci d'être venus tôt et puis bon congrès et merci aux orateurs.